Il faut savoir qu'il y a dans la grande distribution des intégrés et des indépendants. Les indépendants sont des gens comme nous. Ils sont propriétaires de leurs entreprises. Les intégrés sont des gens un peu comme nous, mais un peu différents malgré tout, puisqu'on pourrait les associer un petit peu au système coopératif ou multinational. Les entreprises n'appartiennent pas directement à ceux qui les dirigent. Je crois que c'est la différence notoire. Et au risque de surprendre certains d'entre vous, et peut-être de faire bondir certains d'entre vous, il y a énormément de similitudes entre l'histoire de la grande distribution et l'histoire du négoce agricole. Parce qu'en fait, la genèse est à peu près la même. D'un côté, il y a des groupes puissants, et de l'autre côté, il y a des gens indépendants qui étaient ou négoces, ou marchands d'engrais, ou grainetiers, etc. Et de l'autre, des épiciers de campagne qui ont su s'adapter au marché, qui ont su développer leurs entreprises, qui ont su aussi les transmettre, et qui ont permis aujourd'hui un paysage tout à fait particulier où, dans la grande distribution, 50% du marché est détenu par les groupes intégrés, les groupes d'envergure nationale, et puis à 50% par les groupes d'indépendants. Voilà. Il y en avait pléthore, il en reste très peu. Il y a Carrefour, il y a Auchan, il y a Casino. Il y a encore Carrefour, on va un peu avec Cora. Et puis demain, et puis du côté indépendant, il y a Leclerc, il y a Intermarché, il y a Système U. Aujourd'hui, l'objectif numéro 1 des distributeurs, c'est de maintenir leur réseau. Voilà. Quand un groupe de distribution perd un point de vente, il perd d'abord une part de marché, bien évidemment, mais en règle générale, il perd une ville. Et pour la reconquérir, c'est extrêmement difficile. Pourquoi c'est difficile ? Parce qu'il y a une réglementation administrative extrêmement sévère, il y a des plans d'urbanisme extrêmement sévères, ça demande des investissements énormes, et plutôt que reprendre un marché quand il faut le conquérir, c'est beaucoup plus difficile. Donc il y a une espèce d'obsession à dire, quand on tient une ville, un magasin, une enseigne, eh bien on va faire en sorte de la conserver. Donc c'est encadré, ces transmissions, en règle générale dans la grande distribution, pour éviter les cessions intragroupes à des prix élevés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les multinationales, Carrefour, Auchan, Casino, sont très intéressés pour acheter les parts de marché, puisque ça coûte moins cher de les acheter que de les conquérir. C'est évident. Ça, c'est le premier point. Le second point, qui est un phénomène tout à fait analogue, et André Samy l'a évoqué tout à l'heure, c'est que chez les indépendants, quand on vend la boutique, passez-moi l'expression, à un proche ou quand on la vend à un tiers, c'est la boutique qui paye la boutique. Donc ça veut dire qu'il faut à peu près 10 ans pour la payer, quand tout va bien, et pendant ces 10 années-là, eh bien, on se bloque un petit peu, et puis on a du mal à investir. Et après, il se passe de nouveau 10 années de prospérité, et de nouveau, donc voilà, sont écoulés 20 ans, et 20 ans après, l'entreprise change à nouveau de main. Alors que les groupes intégrés, le groupe intégré, au même type que certaines coopératives, par exemple, achètent un outil et il ne change pas de main. 50 ans plus tard, ce qu'a acheté Carrefour il y a 50 ans, c'est toujours entre les mains de Carrefour. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'un Leclerc, il a fallu le revendre 3 fois, 4 fois, etc. Et ça a endetté et alourdi considérablement la charge, la performance et la capacité d'investissement. Le but aussi d'encadrer ces transmissions d'entreprise dans la grande distribution générale, c'est d'éviter justement, c'est de se protéger contre ces propositions d'achat qui n'ont absolument rien à voir avec la valeur économique. Parce que quand Carrefour achète un hypermarché, encore une fois, il n'aura pas la peine de le refinancer 2 fois dans les 40 années qui viennent, il l'achètera une fois et ce sera terminé. Et en plus, Carrefour va avoir la possibilité de faire des péréquations entre un magasin avec son réseau qui existe et accepter de perdre pendant quelques temps, faire des moins-values, alors que celui qui achète, lui, dès le lendemain, dès qu'il rentre en action, est obligé de supporter. Il a besoin d'abord des bénéfices, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour distribuer des dividendes, pour payer que la bête paye la bête. Et de surcroît, il a cette contrainte du lendemain qui doit être absolument rentable. Alors, ce qui est très important dans la grande distribution chez les indépendants, c'est le choix du repreneur. C'est-à-dire que la grande distribution essaie toujours de faire en sorte que la qualité humaine et la qualité du candidat repreneur prévalent. Il faut que ce soit lui avant l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont mis en place pour éviter que ce soit l'argent qui prévale dans les transmissions. Donc, dans la transmission, on a un encadrement à travers les liens juridiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, à travers une méthode d'évaluation. Ça veut dire que quelqu'un décide de vendre un point de vente, il y a une méthode arithmétique qui, en fait,
une méthode assez connue qui est basée sur les flux de trésorerie et qui permet de donner une juste valeur à une entreprise pour la cession. Quel intérêt? Tout d'abord, cette valeur, elle sert un peu, c'est une valeur étalon. Hein. Donc, elle n'est pas au millier d'euros près, mais elle donne un peu une tendance. Elle prend en compte tout l'environnement de l'entreprise, mais elle permet surtout pour l'entreprise de faire en sorte qu'elle puisse traverser le temps dans un milieu qu'on connaît au moment de la cession. Hein. Il y a la méthode, mais il faut néanmoins valider, la centrale valide la transmission. C'est-à-dire quelqu'un qui aujourd'hui valeur son bien, est propriétaire de son bien, ne peut pas céder à n'importe quel prix à qui il veut. Alors vous voyez, le niveau d'indépendance, comme il est totalement réduit. On en est bien loin les uns les autres. Et tout ça pourquoi? Simplement pour maintenir le réseau et la culture. Alors je le disais, la compétence plutôt que le capital. Donc le postulant qui rachète une entreprise doit faire ses preuves par le passé. Donc il est en principe intégré à un magasin, il occupe des fonctions, toutes les fonctions qui sont susceptibles d'être formatrices pour qu'il puisse occuper ensuite la responsabilité. Une formation, comme je le disais, qualifiante. Et puis s'il n'a pas suffisamment d'apport, ce qui est souvent le cas quand on privilégie l'humain par rapport aux capitaux, eh bien, il se met en place à ce moment-là des systèmes de parrainage dont je vais vous parler. Alors l'exemple de Système U, qui est à peu près similaire à ce que je vous ai dit, mais qui est peut-être encore plus intégré. Donc la centrale chez Système U encadre les prix de vente à l'intérieur du groupe, mais aussi à l'extérieur du groupe, puisqu'elle conditionne carrément la valeur qui sera retenue pour la cession. Alors, cette méthode qui est utilisée partout dans le monde, qui s'appelle la méthode des flux de trésorerie disponibles, c'est la méthode dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet de payer la dette avec l'effet de levier dont vous avez parlé tout à l'heure, dans des conditions de gestion normales, sans prévoir moins 30, sans prévoir plus 40, enfin dans une gestion normale, au regard des années passées, au regard de l'environnement. C'est ce qui permet de déterminer un prix. Donc la méthode des flux de trésorerie disponibles est intéressante parce qu'elle prend en compte pas seulement le bilan, elle prend en compte aussi la nature de l'immobilier, les équipements, les performances d'exploitation passées et futures. Elle prend en compte la structure financière, il y a des capitaux propres, il y en a peu. Il peut y avoir aussi beaucoup de capitaux propres et peu de rentabilité, une très forte rentabilité et peu de capitaux propres, tout ça, ça ne se lit pas de la même façon. Des possibilités de développement physique et celle du marché. Vous avez un outil qui se situe dans un milieu très urbain où vous ne pouvez pas grandir, où il ne sera jamais possible de devenir Céveso, j'en sais rien. Voilà, c'est probablement une moins-value. En revanche, vous êtes dans un endroit urbain de la même façon où l'immeuble vaut plus cher que l'entreprise, et bien ça peut être aussi une plus-value. Donc voilà, cette méthode des flux de trésorerie, elle prend en compte tout l'environnement avec tous ces paramètres qui vont constituer la juste valeur. Donc le calcul financier fait qu'on aboutit à une valeur rationnelle, c'est-à-dire une valeur finançable, hein, à des conditions normales aux yeux des banques. Donc l'apport en principe est de 30 à 40%. Les emprunts bancaires dans les cessions sont sur la base de 10 à 12 ans hors immobilier. L'immobilier, c'est plutôt 15 ou 20. Et puis l'encadrement du prix de vente eh bien, se fait à l'intérieur de l'enseigne, mais il se fait aussi en dehors de l'enseigne. C'est-à-dire quelqu'un qui veut vendre à l'extérieur, le groupe, de par son contrat, peut préempter à la valeur des flux de trésorerie. La mise en place d'un pacte de parrainage, c'est-à-dire qu'il est décidé de mettre, je passe assez vite, un apport, c'est-à-dire qu'il y a des collègues, parrains, confrères, qui s'approchent du projet et qui apportent leur concours financier en savoir et avec un parrain principal, des parrains exploitants de points de vente, souvent de proximité, et qui vont apporter une caution morale et une caution aussi financière. Donc la mise en place des parrainages, un suivi technique, c'est-à-dire que le parrain n'est pas seulement quelqu'un qui apporte sa caution financière, mais aussi quelqu'un qui participe avec des réunions mensuelles, etc. Et ensuite, comme on est dans un groupe d'indépendants, il ne s'agit pas de monter des structures sur les structures, le parrain ou les parrains ressortent rapidement, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou à la fin de la dette, avec des modalités qui sont préétablies au départ. Le montage classique, donc, vous avez en bas la société cible, la société à racheter, une holding de rachat, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure avec la RES, sauf qu'en haut, on retrouve le repreneur, les parrains, et le cas échéant, expand s'il faut, un peu d'argent pour compléter l'apport. La transmission familiale,
je vais faire vite. Première chose, ça a été dit, je crois qu'il faut anticiper l'opération. Là, on revient dans un système transmission familiale plus au sens large. C'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas dans l'urgence. Ne céder la société, alors ça c'est mon point de vue, ne céder la société à un enfant repreneur que s'il est compétent, c'est une condition indispensable, d'autant plus si la famille est de l'entrepreneur. Mais quoi qu'il arrive, on a vu des drames humains. Moi, je connais des entreprises, je connais quelqu'un qui avait 2 fils aînés, une fille, il a cédé l'entreprise à son gendre parce que, avec beaucoup de lucidité, je ne sais pas si on peut être lucide avec ses enfants tellement on les aime, mais en tout cas, avec beaucoup de lucidité, il a pensé que c'était son gendre qui était le plus habilité à reprendre l'affaire, et l'histoire dit qu'il a raison. La transmission familiale, c'est pas un devoir. Pas un devoir. C'est pas parce que c'est passé en 4 générations qu'il faut absolument que ça passe en 5. Voilà. Donc l'idéal aussi, c'est que l'enfant, non seulement il faut qu'il soit bon, mais en plus il faut qu'il ait fait ses preuves. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il fasse ses preuves à l'extérieur. Je ne suis pas persuadé que la meilleure école, ce soit d'apprendre chez soi. Il y a énormément de facilités fiscales en ce qui concerne les donations-partage, qui sont plutôt méconnues en règle générale, mais qui sont bien connues des experts et des conseillers en patrimoine. Franchement, mais qui doivent faire l'objet de réflexions très antérieures à la cession et à la donation, voire 6 mois, voire 1 an, voire 18 mois. Mais il y a des optimisations en termes de donation-partage qui sont, somme toute, extrêmement favorables si elles sont bien organisées. Donc déterminer l'apport personnel de l'enfant, envisager la possibilité d'un financement familial dans le cas où l'entreprise accepte le risque, d'un crédit vendeur, qui peut être aussi un moyen d'éviter quelques apports, et puis envisager le recours éventuel des investisseurs extérieurs, qui peuvent être des business angels, des confrères, exemple. Voilà. Alors c'est un travail de transmission, y compris pour les entreprises familiales, extrêmement technique, qu'il faut confier à des experts. Et il faut confier ça à des experts, pas obligatoirement à l'avocat du coin ou celui qui fait votre assemblée générale tous les ans. Parce qu'il n'a pas obligatoirement les aptitudes, je dénigre personne, c'est un travail très spécifique, la transmission. La transmission d'entreprise, c'est un moment extrêmement fragile de l'entreprise. Extrêmement fragile. Et si tout ça n'est pas bien préparé, bien fait, ça peut conduire à la catastrophe. Donc il faut avoir sollicité des experts en la matière extrêmement qualifiés. Business angel, c'est un peu drôle parce qu'au sens purement littéral du terme, ça veut dire ange des affaires. Pas tout à fait le cas. En fait, le business angel est quelqu'un qui apporte son concours à la reprise ou à la création d'une entreprise, concours financier, et aussi son expertise, aussi modeste ou diversifiée soit-elle, au plan qui apporte aussi son réseau, ses connaissances du marché, ses connaissances sur les transmissions, sur les financements, voilà. Et il est lié avec celui qui l'accompagne par un pacte d'associés. Alors, je vous donne l'exemple de celui que j'ai mis en place très modestement environ une trentaine de fois, donc qui aujourd'hui est avéré. L'exploitant prend 48%, l'exploitant dirigeant prend 52%, et le business angel prend 48%. Il y a une cession d'actions avec un pacte de préférence, c'est-à-dire que 5 ou 10 ans après, si l'exploitant souhaite céder l'entreprise, le business angel a un pacte de préférence, mais vice-versa, bien sûr. Et s'ils veulent vendre ensemble, ils vendent ensemble. D'abord, la question qu'on pourrait se poser, c'est partagez-vous, partageons-nous, parce que je suis quand même aussi dedans, une culture d'indépendance totale, je crois que oui. Je voulais vous démontrer tout à l'heure que dans la grande distribution, c'est quand même très verrouillé et que les exploitants et propriétaires de leurs magasins n'ont pas du tout les prérogatives que nous avons. Vous pourriez par exemple, ou on pourrait par exemple, ce sont des idées, formaliser une charte définissant une culture commune et créer une association pour la porter. C'est le cas chez Système U, où il existe une association des U. Alors c'est pas engageant, c'est pas contractuel, c'est simplement moral. Espèce de Bible, espèce de chemin et de principe, mais formalisé. Voilà. Ça peut être une idée, ça peut être aussi de réfléchir à un mode de valeur, par une méthode paramétrée du type de celle des flux disponibles de trésorerie, qui permettent de donner une valeur qui est toujours un peu distincte de celle du prix. Ça peut être aussi formalisé. Et puis ça peut être aussi, pourquoi pas, de créer une association qui permettrait d'aider, d'arbitrer, faciliter
les cessions et les ventes entre deux partenaires, etc. Voilà. Donc voilà, en gros, ce que je voulais vous dire sur les cessions. Je pense que les transmissions, en règle générale, ne fonctionnent bien quand elles se font dans le temps, avec une grande lucidité, avec une grande intégrité, une grande honnêteté, et puis surtout, je finirai par ça, avec une certaine équité. Voilà, je vous remercie de votre attention.